Donc, dans cette vidéo, ce qu'on vous propose, c'est effectivement de vous parler déjà de ce que sont les Core Web Vitals. Ensuite, donc de façon assez détaillée. Ensuite, on parlera de comment tester son site pour vérifier effectivement qu'on tient compte un maximum de ces signaux web essentiels, comme Google les appelle en français dans le texte. Et puis enfin, bien sûr, puisque de notre côté, on s'intéresse surtout à WordPress, on va parler un petit peu de comment implémenter tout ça dans WordPress de la meilleure façon possible et avec les outils les plus simples à utiliser possible également. Bonjour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on vous propose de vous parler de la mise à jour Google Page Experience. Donc, Google fait régulièrement des mises à jour de ses algorithmes et puis également de tout son panel de services. Cette mise à jour Google Page Experience, elle est largement connue sous le terme de mise à jour Core Web Vitals également, dont on parle depuis environ un an, avec bien sûr une accélération des articles et communications depuis quelques mois, sachant que cette mise à jour était prévue pour mai à l'origine, voire même un peu plus tôt avant, et finalement elle a été repoussée pour juin. Donc, en termes de timeline, avant d'aborder ce dont il est question, il faut savoir que le timing est pour un déploiement progressif à partir de mi-juin, donc c'est en cours, sachant que c'est un déploiement qui est progressif, et un début de prise en compte, donc c'est-à-dire effectivement de résultats observables éventuellement, c'est encore assez flou de ce côté-là, mais ce que communique Google, c'est un début de prise en compte graduel à partir de fin août. Donc, ça veut dire qu'en septembre, grosso modo, on devrait pouvoir, grâce aux outils de Google et aussi via Google Search, commencer à voir quels sont les impacts de cette mise à jour Google Page Experience. Donc, l'objectif de Google à travers cette Google Page Experience Update, c'est de proposer aux visiteurs, aux gens qui utilisent Google Search, donc les résultats de recherche de Google, c'est des contenus, toujours proposer un maximum de contenu, mais avec la meilleure qualité possible pour diminuer le rebond, c'est-à-dire les personnes qui vont sortir du site finalement, ou la déception aussi, de passer par leur moteur de recherche pour arriver à un résultat qui ne correspond pas à un certain nombre d'exigences qualité qui sont effectivement majoritairement pour cette Google Page Experience Update plutôt portée sur les performances, mais au préalable, on a déjà eu auparavant des critères qui portaient plus sur l'ergonomie, notamment sur mobile, mais aussi la sécurité, par exemple. Donc voilà. Donc le Google Page Experience Update est vraiment finalement un programme visant, grosso modo, à améliorer le web en général et surtout le web qui est donné à parcourir par Google, en fait, finalement. Pour Google, les performances comptent beaucoup dans l'expérience que va avoir la personne visitant le site. Cette mise à jour Google Page Experience, en fait, va énormément tenir compte de la performance, donc de la rapidité de chargement. La rapidité de chargement perçue, mesurable, mais voilà, il y a aussi une question de perception derrière, à savoir est-ce que le visiteur va avoir l'impression de pouvoir, non seulement que le site se charge vite, mais aussi de pouvoir interagir rapidement avec le site. Donc, c'est vraiment tout un ensemble de choses qui, à terme, finalement, vont compter dans le référencement de votre site et des pages de votre site. Donc, les signaux web essentiels, ou Core Web Vitals en anglais, les signaux web essentiels, en fait, c'est trois signaux, c'est-à-dire trois critères, finalement, je préfère le terme de critères, qui vont permettre de déterminer si un site, du coup, répond aux exigences minimales que Google, de façon assez subjective, mais avec quand même une certaine quantité de recherche préalable, a déterminé comme étant des choses essentielles. Ces signaux web, en fait, essentiels, ils appartiennent tout simplement, donc les Core Web Vitals, ils appartiennent également à un ensemble en fait, de critères qualité sur lesquels en fait, on peut raccrocher plein de choses. Google s'intéresse aussi, non seulement aux performances, mais aussi à la sécurité des pages qui sont indexées tout simplement dans son moteur de recherche, mais aussi à leur ergonomie, donc au design graphique, ce qui peut être subjectif, mais même au niveau du design graphique, on peut ramener de l'objectivité, à savoir par exemple, est-ce que le site est consultable sur mobile, sachant que le mobile est une part très très importante des visites sur le web. Il va y avoir la sécurité, il va y avoir
Également, dans un futur proche, des éléments concernant l'accessibilité, concernant voilà, tout un tas de critères qualité qui finalement, mis ensemble, forment ce que Google appelle les signaux web. Sur les signaux web qu'on connaît déjà, qui étaient déjà pris en compte de façon plus ou moins importante dans les algorithmes de Google, il y en avait déjà 4. Il y avait, est-ce que le site est mobile friendly? Donc, est-ce qu'il est optimisé tout simplement pour une consultation sur terminal mobile? Donc, est-ce que le site est responsive? Voilà, ça, c'est des mises à jour Google Page Experience qui datent déjà d'il y a quelques mois ou années. On a eu aussi le HTTPS, où pendant un moment, effectivement, tous les sites ont eu, c'était déjà il y a quelques mois, mais ont dû passer en HTTPS si ce n'était pas déjà le cas, parce que Google, tout simplement, commençait à prendre ça en compte dans les signaux web permettant, donc dans les critères permettant de dire si une ressource, un site Internet est de qualité ou non. Donc voilà, le passage au HTTPS qui finalement permet d'assurer, ou en tout cas de garantir, de supposer une bonne sécurité des connexions. Donc voilà, le mobile, le HTTPS, on a eu aussi également la sécurité en général, c'est-à-dire que Google, depuis maintenant par contre des années, du coup, détecte si le site va par exemple essayer de télécharger une ressource, par exemple un fichier zip, un fichier exécutable, etc., sur le navigateur, sur l'ordinateur du visiteur. Donc voilà, Google détecte si effectivement il y a des malwares, des hacks, si le site est hacké, etc., et va sortir finalement une alerte pour éviter que les visiteurs, que les utilisateurs de Google donc tombent sur des sites qui soient vérolés ou qui tentent de prendre le contrôle de l'ordinateur des visiteurs. Donc tout ça, en fait, ça compte pour Google dans l'expérience. Et puis, plus récemment, on a eu aussi une grosse recommandation de Google, qui a pas mal fait parler d'elle d'ailleurs, sur la présence d'interstitiels. Donc les interstitiels, c'est toutes les pop-in, fenêtres modales qu'on peut avoir pour des raisons de marketing ou pour, par exemple, des sites Internet qui ne sont pas destinés à tous les publics. Voilà. Ces interstitiels qui vont bloquer à la consultation, du coup, sont effectivement de nature, pour Google en tout cas, à diminuer l'expérience des visiteurs sur le site. Évidemment, on pense aussi aux fenêtres modales pour la gestion des cookies, la gestion du consentement sur les cookies, où Google, effectivement, va plutôt recommander des éléments qui sont le moins intrusifs possible, comme par exemple, finalement, avoir un bandeau plutôt qu'une modale, parce que ça ne va pas bloquer la consultation. Donc voilà, tout ça, c'est finalement des signaux web, mobile friendly, HTTPS, sécurité, et les interstitiels qui sont finalement de l'ordre de l'ergonomie, de la sécurité ou ce genre de choses et qui sont pris en compte depuis maintenant des mois ou des années par Google. À ceci, du coup, se ajoutent en fait les Core Web Vitals. Donc, c'est 3 signaux web essentiels, en français dans le texte, qui vont être utilisés par Google à partir de mi-juin, donc c'est déjà maintenant, pour donner une approche, en fait, donner une note, finalement, une évaluation du niveau de qualité d'un site Internet en termes de performance. Le premier Core Web Vital, c'est LCP, à savoir Largest Contentful Paint. Donc, c'est vraiment, en fait, un indicateur de mesure du temps de chargement. De façon générale, on va dire, Google va estimer que le temps nécessaire pour afficher le plus grand élément visible d'une page, donc le plus important finalement, celui qui pèse le plus lourd, ne doit jamais être supérieur à 2 secondes et demie, à 2,5 secondes. S'il est supérieur à 2,5 secondes, dans ce cas-là, en fait, entre 2,5 secondes et 4 secondes de temps de chargement, Google dira que, effectivement, l'expérience LCP, donc Largest Contentful Paint, va être améliorable. Donc, voilà, on ne sera pas effectivement dans un site qui pose problème, mais dans un site sur lequel on peut recommander des améliorations. Ensuite, au-delà de 4 secondes, donc vraiment, en fait, c'est le cas notamment pour, là, je raccroche un peu à WordPress, si vous utilisez de gros outils, par exemple, pour générer des sliders, comme Revolution Slider, ce genre de choses, et que vous avez beaucoup d'animations, cet élément seul, en fait, peut vous faire perdre, en fait, un signal web essentiel, un core web vital, par sa seule présence. Au-dessus de 4 secondes, donc, de temps de chargement sur l'élément le plus important de la page, ça va être un résultat mauvais qui, effectivement, à terme, pourra éventuellement pénaliser le site. Et quand Google dit à terme éventuellement pénaliser le site, il faut tout de suite interpréter ça comme à moyen terme, moyen long terme, mon site comporte un risque de pénalité.
Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va recommander de notre côté. Ensuite, le deuxième indicateur, ça va être le FID, donc le First Input Delay. Le First Input Delay, c'est un indicateur qui mesure le temps qui mesure l'interactivité et la qualité de l'interactivité au sein du site. Donc, si on veut résumer, grosso modo, ça va être le délai de latence qu'il va y avoir entre l'interaction du visiteur. Donc, je clique sur un bouton, je déplie un accordéon, je clique sur une flèche pour faire passer les slides d'un diaporama, par exemple. Donc, c'est le délai de latence entre cette interaction et le résultat de l'interaction. J'obtiens ce que je veux, la page est statique et me présente mon information. Google estime que les sites doivent s'efforcer de ne pas dépasser un FID, donc un First Input Delay, de 100 millisecondes. 100 millisecondes, c'est vraiment pas grand-chose. Ça veut dire qu'entre le moment où je clique sur mon élément et le moment où j'ai une restitution, ce délai de latence, il doit être inférieur à 0,1 seconde, donc 100 millisecondes. Entre 100 millisecondes et 300 millisecondes, donc c'est vraiment un tiers de seconde, ça va être considéré comme étant améliorable. Et au-delà de 0,3 secondes, c'est mauvais. Donc, c'est-à-dire que c'est néfaste pour l'expérience du visiteur. Une petite note ici entre parenthèses, c'est que Google lui-même n'est pas tout à fait respectueux de ses propres recommandations, puisque effectivement, quand on va cliquer par exemple sur une coche permettant de valider un CAPTCHA, ça va durer largement plus de 0,3 secondes. Mais voilà, on utilise ici du coup une technologie qui va aller interroger des bases de données, enfin en tout cas des bases de données du coup distantes, et effectivement, il peut y avoir un temps de latence plus important. Donc, ce n'est pas considéré comme une animation. Ensuite, troisième indicateur, ça va être le CLS anglais, le Cumulative Layout Shift. Donc, c'est vraiment en fait un indicateur qui va mesurer la stabilité visuelle de l'interface en fait, qu'on a sous les yeux. Google estime que les sites doivent s'efforcer de ne pas dépasser un score CLS de 0,1. Il faut savoir que c'est un indice entre 0,1 et 1. Donc 0,1, 0,2, etc. 0 étant le meilleur score possible et 1 étant le pire score possible. Donc, c'est un calcul mathématique qui permet de gérer ça. Entre 0,1 et 0,25, le site va être améliorable, considéré comme améliorable. On peut améliorer finalement ce cumulative layout shift, que je vais décrire quand même un minimum un petit peu après. Et au-dessus de 0,25, le score CLS est considéré comme mauvais et donc néfaste pour l'expérience. Le CLS, donc la stabilité visuelle de l'interface utilisateur, c'est à quel point, finalement, pendant le chargement de la page, elle va bouger. C'est-à-dire que cette interface va évoluer. Le moins elle évolue, mieux c'est finalement pour l'expérience utilisateur. Par exemple, de ce côté-là, on pourra optimiser le chargement des typographies, des polices de caractères, pour que finalement, entre le moment où cette police est chargée et le moment où elle ne l'est pas, on ait le moins possible de choses qui bougent et que le plus vite possible, on puisse consulter la page, interagir avec et surtout lire le contenu. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment, en fait, il faut faire attention du coup aux éléments qui vont se déplacer pendant le chargement. Alors, les animations ici sont, par exemple, une petite animation qui fait arriver un élément, une image sur le côté, ne sont pas vraiment concernées. Par contre, ce qui peut être concerné au niveau des images, ça va être si votre image, par exemple, la page se charge, l'image n'est pas encore disponible parce que c'est une ressource un peu lourde. On a du texte qui, lui, par contre, est disponible. Et cette image, quand elle va se charger, elle va avoir pour effet, par défaut, très souvent, de faire descendre le texte parce que voilà, la place de l'image n'était pas encore prise en compte. Et après chargement, la place de l'image est prise en compte et d'un seul coup, le texte va sauter. Ça, c'est très mauvais pour le CLS. Ce qui est recommandé, du coup, ici, c'est le temps que les images soient chargées, par exemple, définir la hauteur et la largeur de l'image. Ça va permettre qu'on ait un carré blanc et que finalement, le temps que l'image se charge, le texte est vraiment à la place où il sera définitivement quand la page sera chargée entièrement. Voilà pour les signaux web essentiels. Maintenant, je vous propose du coup de voir comment tester votre site s'il est conforme par rapport à ces signaux web et puis quelles sont aussi les perspectives pour pouvoir améliorer ou corriger son site. Donc, tester son site. Tester son site, effectivement, c'est important. Alors, je vais vous parler d'outils, d'un premier outil que tout le monde connaît globalement, enfin, la plupart des gens connaissent, c'est Google PageSpeed Insight. Donc, PageSpeed Insight est un outil alors, à la fois grand public, parce que il suffit d'aller sur Google PageSpeed Insight et de lancer un test de son site, et puis on va avoir directement les informations. Il n'y a pas besoin de s'inscrire ni rien du tout. À la fois
effectivement grand public et puis à la fois un petit peu technique. Google PageSpeed Insight va donner des résultats formulés de façon assez technique, avec globalement quand même s'il y a des liens en fait vers des ressources documentaires, souvent ça va être des ressources en anglais, et souvent ces ressources seront vraiment destinées plutôt à un public technique. On peut mixer du coup Google PageSpeed Insight avec un outil qui est disponible dans Chrome directement, qui s'appelle Google Lighthouse. En fait, Lighthouse du coup permet en fait de générer tout simplement tout ce qui génère les rapports Google PageSpeed. Donc, comment ça fonctionne? Tout simplement, vous allez sur Google PageSpeed Insight, vous saisissez l'URL de votre site et vous obtenez un rapport. Depuis quelques temps, enfin donc depuis le lancement de la mise à jour Core Web Vitals, vous aurez en fait au sein du rapport Google PageSpeed Insight des petites icônes en forme de tags bleus qui vous permettront d'identifier assez rapidement du coup les signaux web donc essentiels, donc les Core Web Vitals, donc à savoir le LCP, le Largest Contentful Paint, le FID, First Input Delay, et le CLS, le Cumulative Layout Shift. Donc ça, c'est pour Google PageSpeed Insight, qui est peut-être l'outil le plus rapide du coup à mettre en œuvre, mais attention du coup au vocabulaire un petit peu technique qui est utilisé quand même sur cet outil. Deuxième outil, ça va être un outil plus récent et aussi, je pense, plus intéressant en termes de pédagogie. C'est web.dev. Donc, vous tapez tout simplement web.dev, DEV, dans votre navigateur et puis vous arriverez sur un outil, encore une fois Google, qui permet en fait finalement de fournir à la fois des contenus pédagogiques, donc des ressources pédagogiques sur pourquoi les performances et comment gérer et optimiser les performances de son site, et performance, mais vraiment la qualité web d'ailleurs dans son ensemble, puisque ça va aussi parler d'accessibilité, ça va aussi parler d'ergonomie, notamment mobile, aussi sécurité, et aussi SEO, avec finalement tout un tas de critères qui, là encore, proviennent majoritairement de l'outil de Chrome Google Lighthouse, et qui permet de tester son site. Si vous vous connectez à votre compte Google, donc votre compte Gmail, etc., vous allez pouvoir en fait suivre votre site dans la durée, donc avoir finalement des avant-après, puis suivre un peu la chronologie, l'évolution de votre site à travers le temps et avoir une approche un peu comparative de l'évolution, de la qualité de votre site, donc de l'expérience proposée aux visiteurs par votre site. De ce côté-là, je recommanderais peut-être plus cet outil que Google PageSpeed Insight, dans la mesure où, alors peut-être s'il est moins technique, mais par contre, on va vraiment avoir des contenus pédagogiques. Vous allez lancer les tests, vous allez avoir des éléments qui seront effectivement négatifs et positifs, qui seront remontés, et vous aurez des priorités, par exemple. Donc vraiment les priorités hautes, medium ou low, voilà. Le site, pour l'instant, est en anglais uniquement. Alors non, il est aussi disponible en espagnol. Je pense que la version française ne devrait pas tarder à arriver. Peut-être qu'au moment où vous consulterez cette vidéo, elle sera déjà arrivée d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser cet outil. En plus d'une notion de priorité, il va aussi vous donner accès à des ressources permettant d'améliorer finalement l'expérience de votre site, les performances, etc. Et des ressources, on va dire, un peu moins techniques et plus de l'ordre de la méthodologie. En revanche, on est sur deux outils, donc PageSpeed Insight et Web.dev, qui sont des outils relativement techniques. Pour l'instant, majoritairement en anglais, même si ça évolue. Hein, les versions françaises arrivent vraiment. Mais on est sur du vocabulaire un petit peu technique. On est sur, par contre, une expérience qui n'est pas vraiment liée à WordPress, mais plutôt générale, c'est-à-dire que n'importe quel site peut être testé et finalement, les recommandations ne prendront pas forcément en compte le fait que vous êtes sur WordPress, même si ça commence à arriver petit à petit, puisque Google s'intéresse énormément à WordPress, hein, bien sûr, c'est 40% du web, WordPress, enfin 42 au jour où on est en train de parler là. Donc évidemment, Google s'y intéresse et effectivement, il y a quelques recommandations parfois, notamment sur Google PageSpeed Insight, qui vous disent, bah voilà, vu que vous utilisez WordPress, vous pourriez avoir un lazy load, donc un chargement différé de vos contenus. Donc voilà, il y a des recommandations de ce côté-là qui sont données par Google pour les utilisateurs de WordPress, mais ça reste quand même majoritairement des outils qui finalement ne s'intéresseront pas trop à la technologie utilisée par le site.
De notre côté, chez Woodenit, on vous propose du coup une approche qui est majoritairement basée sur les outils Google. Vous pouvez du coup consulter une petite landing page qui va apparaître sur votre écran. Sur cette landing page, on va vous proposer en fait de lancer un mini pré-audit de performance et de qualité web d'ailleurs en général sur votre site. Cet outil, en fait, c'est une cumulation des outils Google avec, du coup, finalement, une interprétation, c'est-à-dire finalement un résultat qui va être reformulé pour effectivement apporter d'une part les aspects techniques que vont apporter les outils Google, mais aussi du contenu grand public en français, ça c'est important, et qui soit compréhensible, qui puisse être transmis par exemple à des décideurs, ce genre de choses. Voilà, pour vraiment en fait proposer une approche un peu plus, enfin démocratiser un petit peu la compréhension du résultat de ces outils de test proposés par Google. En plus de ça, on va ajouter voilà, des critères supplémentaires, par exemple de SEO, d'optimisation pour le SEO, des critères aussi qui peuvent aller sur, par exemple, les données privées, l'accessibilité, etc. Donc, on fait évoluer nos outils de notre côté voilà, dans le temps. Pour l'instant, on a un focus qui est majoritairement plutôt axé autour de la sécurité et des performances, et puis on a des critères qualité qui vont commencer à enrichir un peu cet outil. Donc voilà, un outil, on va dire, qui se veut être accessible et qui reste quand même basé sur ce que Google attend. Maintenant, on arrive sur la partie, évidemment, où il y a sûrement le plus d'attente, c'est comment améliorer ou corriger son site WordPress une fois qu'on l'a testé, qu'on a obtenu finalement les recommandations que peut avoir Google. Et évidemment, c'est la partie la plus délicate parce que chaque site WordPress est différent. Maintenant, derrière, il y a des outils qui peuvent permettre d'améliorer, corriger un maximum de choses sur un maximum de types d'environnements différents. De ce côté-là, nous, chez Woodenit, pour plein de raisons, et puis voilà, vous pourrez les découvrir si vous suivez le podcast Word de l'agence, mais pour plein de raisons, on utilise des outils qui sont proposés par une société qui s'appelle WP Media, qui est basée à Lyon et qui est surtout connue pour son extension WP Rocket, mais qui maintient également et commercialise l'extension Imagify, qui d'ailleurs plus qu'une extension est vraiment un service d'optimisation. Donc, du coup, ce que je vais plutôt tourner en fait mes éléments autour de ces deux extensions sans vous expliquer comment, point par point, configurer cette extension. Pour cela, il y a tout simplement des tutoriels, des aides, de la documentation qui sont très bien faites sur le site de WP Rocket et d'Imagify. Mais pour vous expliquer en fait dans les grandes lignes ce que vont faire ces extensions, on va avoir tout d'abord WP Rocket qui va être une extension et qui est connue pour être une extension de cache, mais pas seulement. Donc, rapidement, le cache, c'est vraiment en fait générer un fichier statique de chaque page du site et servir ce fichier statique directement plutôt qu'aller à chaque fois interroger la base de données pour aller chercher en fait tous les contenus à afficher dans la page. Donc, c'est largement vulgarisé comme ça, mais c'est vraiment ça l'objectif d'une extension de cache. Donc, WP Rocket fonctionne très bien pour générer du cache, mais il permet aussi et surtout finalement de mettre en place plein de réglages d'optimisation des fichiers et des médias et qui sont très importants. Souvent, le problème qu'on rencontre sur les sites qu'on audite, qu'on récupère avant de les récupérer en maintenance, c'est que WP Rocket est installé, ou n'importe quelle autre extension de cache d'ailleurs, est installée, mais n'est pas paramétrée et configurée entièrement. Et de ce côté-là, voilà, il faut bien avoir en tête que WP Rocket n'est pas une extension où on l'active et directement on a tout ce qu'il faut qui est en place. Il y a tout un tas d'opérations qui doivent être faites manuellement sur le site et éventuellement d'ailleurs qui peuvent générer des problèmes quelque part en fait d'implémentation sur votre site et qu'il faut corriger petit à petit manuellement. Donc ces opérations manuelles, elles sont très importantes parce qu'elles vont permettre finalement de répondre à une grande partie des core Web Vitals de Google et ne serait-ce qu'avec WP Rocket, on peut déjà aller très très loin dans leur implémentation. Notamment, WP Rocket va permettre de gérer ce qu'on appelle le lazy load, en français le chargement différé des ressources. Donc, ça va être le fait, tout simplement, voilà, je suis dans ma page, en haut de page, du coup, j'ai certains éléments qui sont directement accessibles et plus bas dans la page, j'ai d'autres éléments qui ne sont pas encore visibles par le visiteur. Ces éléments qui ne sont pas encore visibles, je vais surtout si c'est des médias, donc des images ou des vidéos, je ne vais pas les charger tout de suite, je vais attendre qu'on soit dans la page et donc qu'on interagisse, ne serait-ce qu'en scrollant dans la page web, pour les charger et pour les faire apparaître.
ça permettra en fait d'améliorer la vitesse de chargement en fait de la première section de la page, et donc finalement que ce soit pour le visiteur ou pour Google, d'avoir une expérience de chargement quand on arrive sur la page, sur le haut des éléments, ceux qui sont visibles, qui soit très rapide. Donc ça, ce chargement différé, c'est très important. Il est accessible dans WP Rocket pour les médias, évidemment, les images, plus les iframes, donc vraiment tous les contenus embarqués que vous pouvez avoir. Typiquement, ça pourrait être une vidéo YouTube ou autre, ou un bloc, une remontée d'un tweet, par exemple, ce genre de choses. Ben, voilà, avoir un chargement différé permet d'accélérer énormément le temps de chargement de la page, du contenu visible de la page. On va avoir aussi typiquement des scripts qui seront utilisés dans la page, par exemple, que dans la section de pied de page. Ben, dans ce cas-là, du coup, si ce script-là qui permet de charger un diaporama en pied de page, s'il n'est pas utilisé en haut de page, ben, on va le charger uniquement quand la personne arrivera, scrollera jusqu'à l'élément. Donc voilà, le chargement différé, c'est important. On va avoir l'optimisation des ressources, évidemment. Donc c'est vraiment dans l'écran optimisation des fichiers de WP Rocket qu'on va retrouver du coup la concaténation, la minification des fichiers. Donc c'est vraiment le fait de retirer les espaces, les sauts de ligne, etc. Ça marche très très bien. Rocket, donc WP Rocket va vraiment s'en occuper de façon automatisée. Si vous avez un souci sur une ressource, un fichier CSS, un fichier JS, le problème souvent qu'on va rencontrer, c'est des développeurs et des développeuses qui vont désactiver la fonctionnalité en se disant ça ne marche pas sur mon site, ça casse le site. Dans ce cas-là, en fait, c'est un peu trop facile de raisonner comme ça. Ce qu'il faut faire, et c'est vrai que c'est un travail un peu manuel, c'est identifier la ressource qui casse et la sortir, faire une exception pour cette ressource, c'est-à-dire que plus on aura de ressources qui seront concaténées et minifiées, mieux ça sera de toute façon pour la vitesse de chargement de votre site. Donc voilà, ça c'est pour le chargement des ressources. Ensuite, on pourra aller plus loin avec WP Rocket, par exemple, le fait de différer en fait le chargement d'une ressource CSS ou JavaScript lors du scroll, par exemple, et pas la charger tout de suite lors de l'affichage de la page. Et puis, depuis quelques temps, alors c'est même disponible, depuis quelques semaines, une nouvelle fonctionnalité dans WP Rocket qui sera la suppression pure et simple des ressources CSS, donc des feuilles de style, des règles de feuilles de style qui ne sont pas utiles dans la page. Pour illustrer ça, on pourra avoir par exemple un call to action qui est présent sur une page, qui a ses propres styles, etc., qui sont intégrés dans la feuille de style générale du site. Le problème, c'est qu'on charge en fait les règles permettant de styler cet élément sur toutes les pages du site, alors que ça ne pourrait être chargé que si l'élément est présent dans la page. Donc, en fait, finalement, depuis quelques temps, WP Rocket du coup, propose un service en SaaS. Il suffit de cocher une case et ça se lance tout seul, qui va envoyer du coup le contenu de vos pages web sur un serveur distant. Donc, c'est vraiment en SaaS, il n'y a rien à payer. C'est déjà payé finalement avec WP Rocket. Et Rocket va vous renvoyer finalement les CSS, donc les feuilles de style de votre site page par page, avec uniquement les éléments qui sont utilisés dans la page. Donc, c'est vraiment un outil automatique qui est inscrit du coup en back-office en version bêta. Nous, on l'a testé et implémenté sur notre parc de sites en maintenance et ça fonctionne très très bien. Ensuite, du coup, donc ça c'est pour WP Rocket, c'est vraiment une extension qu'on recommande. La deuxième extension de WP Media, donc cette société qu'on recommande, c'est Imagify, qui va permettre du coup de gérer l'optimisation des médias. Donc sur Imagify, en fait, on va recommander généralement d'utiliser en fait une optimisation, l'optimisation, donc le réglage ultra sur les médias, donc vraiment l'optimisation la plus forte possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut tester en back-office directement, mais entre le mode agressif et le mode ultra, finalement, il y a très peu de différence sur la qualité de rendu de vos images, mais par contre, il y a une grosse différence sur le temps de chargement de chaque média. Sur Imagify, au niveau des réglages qu'on recommande, c'est aussi d'activer en fait l'optimisation des médias, donc des images qui sont chargées au niveau du thème de votre site. Parce que généralement, malheureusement, quand on télécharge un thème ou même quand on le fait nous-mêmes, peu importe, des fois, on va avoir des images qui ne seront pas tout à fait bien optimisées ou en tout cas qui seront optimisables. Et de ce côté-là, Imagify est capable d'aller chercher dans la bibliothèque de médias, donc dans la médiathèque de votre site, mais aussi dans les fichiers de votre thème et de les modifier. Donc, n'hésitez pas à cocher ça également pour les fichiers de votre thème. Ensuite, alors tout ça, c'est simple. Finalement, on a une extension, enfin deux extensions à installer, à payer et puis ensuite à installer. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier de les paramétrer. Mais derrière tout ça, en fait, si on veut vraiment répondre à l'ensemble des critères Core Web Vitals de Google, dans ce cas-là, en fait, il va y avoir des optimisations aussi qui seront à réaliser
sur mesure finalement, et où pour le coup, chaque site sera différent, et pour chaque site, on aura des recommandations différentes. Sur ces optimisations, en fait, la première chose à faire, c'est penser à optimiser les fichiers du thème. Donc vraiment, toutes les ressources qui sont chargées par le thème, avoir voilà, des fichiers qui soient vraiment optimisés, donc qui vont se charger finalement le plus rapidement possible, minifier, concaténer, ça on en a parlé avec WP Rocket, mais ça concerne vraiment aussi les fichiers SVG par exemple, etc. Ensuite, c'est l'optimisation dans des médias. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, Imagify fait une partie du boulot, il va optimiser les images elles-mêmes. Par contre, derrière, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure aussi, ça va être important au niveau du thème de quand on affiche une image, déclarer directement dans la balise IMG, donc la balise qui sert au chargement des images, une largeur et une hauteur, parce que ça va permettre de réduire ce dont on a parlé tout à l'heure, le CLS, le Cumulative Layout Shift. Donc c'est vraiment en fait la stabilité visuelle de l'interface. Si on indique la hauteur et la largeur d'une image au moment de son chargement, même si l'image n'est pas chargée, finalement, on va avoir son emplacement qui sera disponible, même s'il est vide, et donc on évitera en fait les sauts intempestifs lors du chargement du contenu. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est des opérations qui ne peuvent être faites qu'au niveau de votre thème ou de votre thème enfant et qui sont vraiment nécessaires. Ensuite, on va avoir le chargement conditionnel des ressources. Alors ça, c'est un critère très important, c'est-à-dire quand on a une ressource CSS ou JavaScript, ne la charger que si elle est disponible. J'en ai parlé tout à l'heure parce que WP Rocket, du coup, l'a mis en place pour le CSS. Donc, si on a coché du coup l'option bêta, remove unused CSS, donc suppression du CSS inutilisé. Donc, si vous avez coché ça, ça va le faire partiellement. Ça le fera pour le CSS et pas pour le JavaScript. Aujourd'hui, c'est un des critères les plus difficiles, les plus délicats à mettre en œuvre, dans la mesure où la plupart des sites en fait, utilisent des thèmes voilà, qui viennent de bibliothèques de thèmes premium comme Envato, du répertoire officiel de thèmes WordPress.org, et puis plus rarement de thèmes qui ont été réalisés sur mesure. Dans ce cas-là, en fait, parfois, ça va être compliqué de pouvoir inclure un chargement conditionnel des ressources parce qu'on n'a pas forcément accès aux extensions et aux thèmes qu'on utilise, en tout cas à leur code. Mais il faut savoir du coup que c'est assez important de le faire. La bonne nouvelle, c'est que l'éditeur de bloc, donc l'éditeur de WordPress, Gutenberg, le propose par défaut nativement. C'est possible de charger une ressource uniquement si un bloc éditorial est présent dans la page. Donc par exemple, si ce bloc a du JavaScript qui lui est associé finalement, ce JavaScript ne sera chargé que finalement si le bloc est présent dans la page. Donc ça, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place techniquement avec Gutenberg. Par contre, finalement, ça va être le problème sur les page builders, c'est que pour le coup, les page builders généralement vont charger tous leurs feuilles de style CSS et tous leurs scripts JavaScript sur les pages, sur chacune des pages. Donc, par exemple, si on utilise des sliders sur une page, on va le payer également sur d'autres pages qui n'en utilisent pas, où la ressource JavaScript sera quand même chargée. Donc voilà, attention aux page builders, effectivement, que ce soit Elementor, etc., qui effectivement proposent une expérience éditoriale très importante, puisque ça va bien au-delà de l'éditorial. Ça propose même finalement, comme je le dis assez souvent, c'est Photoshop dans ton navigateur. Donc c'est très bien, on peut faire du design, etc. Le problème derrière, c'est que on va avoir finalement un code très lourd qui va être chargé, et c'est finalement lié au fait qu'on puisse faire à peu près ce qu'on veut en termes de mise en page. Donc ma recommandation, si vous utilisez Elementor ou des page builders, c'est pas mal en soi, il n'y a pas de problème, mais c'est peut-être de le restreindre uniquement au contenu vraiment très important éditorialement, sur lesquels vous avez besoin de mise en page, de mise en forme avancée. Et donc peut-être de le restreindre à certaines pages uniquement, et sur le reste des pages et sur les articles par exemple de votre site, sur les actualités, utilisez plutôt l'éditeur Gutenberg qui pour le coup proposera une expérience la plus rapide possible. C'est d'autant plus important de l'utiliser, je pense, sur les articles, dans la mesure où un article c'est un contenu chaud, donc qui va vraiment en fait être assez important, qui aura beaucoup d'enjeux sur le référencement de votre site, et donc c'est des contenus qui devront se charger le plus rapidement possible. Pour le coup, plus vite ils se chargent, mieux c'est. Voilà, donc généralement, ma recommandation sera plutôt de passer sur Gutenberg pour tout ce qui est article, etc. Et de rester, si vous le souhaitez vraiment, du coup, avec votre page builder pour certaines pages de votre site uniquement où vous avez vraiment besoin de faire beaucoup de design.
et idéalement, bien sûr, passer l'ensemble de votre site sur Gutenberg. Encore faut-il, bien sûr, après, voilà, bien gérer finalement voilà, la transition de votre thème vers Gutenberg, etc. Là encore, de notre côté, voilà, je parlais tout à l'heure des outils de pré-audit qu'on peut avoir qui sont automatisés. Derrière, généralement, on va y ajouter des notions d'interprétation avec des conseils. Et donc, c'est ce type de conseils qu'on pourra faire. C'est par exemple, effectivement, vous proposer une migration progressive voilà, vers Gutenberg. On ne passe pas d'un page builder ou de Classic Editor ou voilà, d'un site monté autrement finalement à Gutenberg d'un coup. Mais par contre, on peut accompagner une mise en œuvre progressive des contenus sur Gutenberg qui, pour le coup, est vraiment l'avenir tout simplement de l'édition de contenu sur WordPress. Et pas que, finalement, puisque l'objectif de Gutenberg, c'est d'être un projet, finalement, qui se détache progressivement de WordPress pour être l'éditeur de contenu du web. Donc voilà. Vraiment, en fait, il y a vraiment un intérêt de ce côté-là, côté WordPress, de se diriger vers un code le plus clair possible, le plus propre possible et le plus léger possible, ce à quoi répond l'éditeur aujourd'hui.